Mesdames, Messieurs, bonsoir. Chers amis sportifs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver sur les antennes de votre télévision nationale. Bienvenue dans le Club des Sports avec le panel d'experts fidèles au poste. Aruna Deme, bonsoir. Bonsoir Ibrahima. Elhadji Thierno Dramé, bonsoir. Bonsoir Ibrahima. Salif Diallo, bonsoir. Bonsoir. Demba Varor, bonsoir. Bonsoir Ibrahima. Le premier thème va porter sur l'absence de match amical pour l'équipe du Sénégal en direction de la Coupe du Monde. Il y avait eu une fenêtre FIBA du 30 mai au 14 juin. Cette date FIFA là s'est terminée hier. Et le Sénégal a joué 2 matchs éliminatoires de la CAN 2023, mais pas de match amical pour préparer la Coupe du Monde 2022 prévue dans quelques 5 mois au Qatar. Et on va en discuter sur le plateau avec le panel d'experts. Aruna Deme, pourquoi les Lions n'ont pas eu d'adversaire en juin alors que certains pays africains ont mis à profit cette fenêtre FIFA pour disputer des matchs amicaux? Je pense que c'est avant tout un choix. Au départ, le Sénégal cherchait à jouer effectivement un match amical. Ils avaient ciblé certains pays. On avait parlé énormément de pays d'Amérique du Sud pour voir un peu. Il y avait le Brésil, d'autres pays qui avaient été cités. Et la fédération a fini par faire un communiqué pour dire que finalement le Sénégal ne joue pas en juin. Je pense que, en tout cas, compte tenu de la contexture du football, il y a 2 faits à prendre en compte. D'abord, le choix du Sénégal de ne pas jouer en juin, parce que quand même jusqu'au 14, il y avait l'opportunité de programmer n'importe quel autre adversaire pour pouvoir avoir un match. Le deuxième aspect, c'est la fatigue, parce que quelque part, les joueurs sont arrivés épuisés, ils sont en fin de saison. On a vu sur le deuxième match de l'équipe du Sénégal que les joueurs avaient été émoussés, ils avaient du mal à tenir le rythme. Peut-être que le choix de l'entraîneur de ne pas jouer était justifié par cet état de fait que sur le plan de la fraîcheur, les joueurs n'étaient pas au top. Mais l'un dans l'autre, je me dis que ce n'est pas une bonne stratégie. L'essentiel, c'était de jouer. Quitte à convoquer, comme ça a été le cas, des joueurs qui n'avaient pas l'opportunité de... Voilà, énormément de joueurs. On n'a pas vu suffisamment Iliman Ndiaye, on n'a pas vu Demba qui a été convoqué, Demba Seck. On aurait pu faire venir Niakhaté. Il y a d'autres joueurs qu'Aliou Cissé aurait pu venir, quitte à élargir son groupe et justement les faire jouer dans ces matchs amicaux préparatoires parce que septembre arrive. Et septembre, peut-être que ce ne sera pas l'occasion de pouvoir justement voir ces jours-là, puisqu'on sera aussi en pleine compétition. Je pense qu'il y a eu un problème de choix stratégique pertinent qui s'est opéré et finalement ça se retourne contre l'équipe du Sénégal en vérité. Thierno, est-ce que l'argument de la fatigue qu'on nous a vendu dans le communiqué de la Fédération sénégalaise de football pour ne pas disputer de matchs amicaux en juin est recevable? Oui, je trouve que c'est... de toute façon, je pense que c'est même la meilleure excuse. Parce que la saison a été longue pour nos joueurs, surtout pour ceux qui ont joué la CAN. Et beaucoup de nos joueurs ont disputé d'autres compétitions autres que leur championnat. Par exemple, Sadio est allé jusqu'en finale de la Champions League, la Ligue des Champions. Des joueurs comme Edouard Mendy, après le retour de la CAN, ont joué plus de matchs. Edouard Mendy qui ne jouait que les matchs de championnat et la Ligue des Champions, on l'a même vu jouer finalement des matchs de FA Cup ou encore de la Carabao Cup. Donc, et encore, on ne cite que cela. Des joueurs comme Abdou Diallo ont une fin de saison plutôt compliquée à cause des blessures qui ont fait qu'ils n'ont pas forcément pu terminer. Donc, je pense que convoquer l'argument de la fatigue, pour moi, ça tient la route. D'autant plus qu'aujourd'hui, ce qu'on est en train de voir, par exemple, en Europe, il y a la Ligue des Nations et on voit que les joueurs sont en train de se plaindre du calendrier surchargé des joueurs qui, quoi qu'on le dise, à partir du mois de juin, s'il n'y a pas de Coupe du Monde ou d'Euro, ont la tête en vacances. Oui, ils ont envie de passer du temps avec la famille, etc. Donc, ça a été une longue saison et je pense que les joueurs ont effectivement besoin, à un moment donné, de s'arrêter, de se reposer et de voilà un peu se projeter sur l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, le mercato même est animé par beaucoup de joueurs sénégalais. Il y en a qui ont nécessairement besoin de temps pour se projeter, pour aller chercher d'autres clubs, parce qu'ils veulent jouer la Coupe du Monde, ils veulent avoir du temps de jeu, ils veulent. Donc il y a plein de choses sur lesquelles les joueurs doivent se concentrer. Et c'est à ce moment-là qu'il faut le faire, en fait, pour pouvoir avoir derrière une bonne pré-saison. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Coupe du Monde,
c'est en pleine saison. Ce n'est pas à la fin de la saison comme les années précédentes. Maintenant, il y a aussi un point qui me paraît important. Quitte à jouer un match amical, il faut le jouer avec un bon adversaire. Est-ce qu'à ce moment-là, le Sénégal aurait pu trouver un bon adversaire? C'est ça aussi. Parce qu'on est dans un groupe où il y a une équipe européenne, il y a une équipe d'Amérique du Sud. Il fallait aller les chercher. Voyager en Amérique du Sud, c'est très compliqué. C'est aussi compliqué pour nous que pour eux de quitter l'Amérique du Sud pour venir jouer à Dakar. Mais une équipe européenne, quasiment toutes les grandes équipes européennes, toutes les équipes européennes sont en train de disputer la Ligue des Champions. Donc je pense qu'aussi la Ligue des Nations. Donc je pense que aussi l'adversaire, la question de l'adversaire a certainement dû se poser. Et ça aurait été risqué d'aller jouer un adversaire de moindre calibre avec les risques de blessures, parfois de blessures de longue durée qui peuvent derrière avoir un impact sur le début de saison de vos joueurs et après, par voie de conséquence, sur la Coupe du Monde. Donc moi, je pense que ce n'est pas forcément un mauvais choix. Pour moi, c'est la meilleure option. Il faut les laisser se reposer, se préparer, penser à l'avenir et ensuite, après, de projeter, bien préparer la Coupe du Monde. Salif, vous pensez que c'est la meilleure option? Non, ce n'est pas du tout une bonne option. D'autant plus qu'il y a un moyen d'allier les deux, reposer les joueurs et jouer en même temps un match. Parce que, avec tout le respect qu'on a pour le Bénin et pour le Rwanda, ce n'est pas des foot de guerre. On peut faire un groupe élargi. La France a joué de très mauvais matchs, mais ils ont fait 4 matchs. Ils ont fait 4 matchs, la France. Ouais. Peut-être d'autres sélections européennes ont fait la même chose. Je pense que si l'entraîneur avait mis un groupe élargi, par exemple, 60e minute, ou 65e minute. Ah, il a eu 26 joueurs. Hein, oui, et puis on a eu beaucoup de remplaçants qui n'ont pas eu de temps de jeu en sélection. C'était peut-être l'occasion de les faire. Exactement. Ça veut dire, je veux dire que contre le Bénin, 65e minute ou 70e minute, il y avait 3-0 au moins. Tu sors tes joueurs les plus... Tu as droit à 5 remplacements. Tu peux le faire, les reposer. Et avoir même une nouvelle équipe contre le Rwanda. Peut-être les Rwandais ne s'attendent pas à ces jours-là. Peut-être la situation pourrait se débloquer plus facilement. Parce qu'on a 4 matchs. 4 matchs éliminatoires. Parce que ce qui était prévu en juin, c'était 4 matchs. C'est les pays qualifiés à la Coupe du Monde qui ont mis la pression sur la CAF pour dire que non, la Tunisie même était allée jusqu'à menacer de ne pas faire les éliminatoires de la CAN. Si on ne programmait pas ces 2 matchs amicaux. Finalement, ils sont allés au Japon, ils ont eu 2 matchs. Et puis, ils ont eu beaucoup d'espoir parce qu'ils ont gagné les 2 matchs, dont un contre le Japon, 3-0, je pense. Donc, en fait, il y a une mauvaise organisation. Le Sénégal, depuis le jour où le Sénégal a été champion d'Afrique, depuis ce jour-là, on aurait dû commencer. Quand on se qualifie en Coupe du Monde ou pas, on aurait dû envisager la possibilité de jouer un adversaire sud-américain, jouer un adversaire européen. Et puis je pense que si les gens avaient... Parce qu'il faut que les gens comprennent une chose. Le marketing, c'est un domaine vraiment... il faut pouvoir pour le faire. Les matchmakers, il faut pouvoir pour le faire. Sur ce non, point. c'est parce que si on avait donné ça aux hommes de l'art, on aurait pu avoir des matchs amicaux. Moi, je suis convaincu de ça. Et puis, c'était vraiment très important dans le cadre de la préparation, parce que l'agenda va être de plus en plus serré pour nous. À part la Tunisie, qu'ont fait les autres pays africains? Le Ghana a fait 2 matchs aussi. Le Maroc a joué un match contre les États-Unis, ils ont perdu. Même au moins, ils ont joué. Le Cameroun n'a pas joué. C'est le Sénégal et le Cameroun qui n'ont pas joué. Demba Varor, c'est le calendrier international qui nous joue un sale tour ou c'est un manque d'anticipation de la part de la Fédération sénégalaise de football? Le tout est même un choix. Donc peut-être qu'ils ont pesé le pour et le contre. Moi, je ne suis pas contre qu'on ne joue pas parce que jouer un match amical, ça c'est mon avis, jouer un match amical en juin, pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Parce que déjà, c'est en fin de saison, les joueurs ont une chose en tête, aller en vacances et se reposer. Donc, tu vas élargir, tu élargis, tu appelles des joueurs sur lesquels tu ne vas pas compter. Très souvent, c'est comme ça parce que il va jouer avec un groupe réduit. Il y aura peut-être une dizaine de joueurs. À lui, c'est qu'il ne va jamais les utiliser au mondial. Tu ne vas pas libérer les autres, tu vas les laisser ici. Il y en a qui sont en train de négocier leur transfert. Ils n'auront pas la tête ici. Ils veulent aller en vacances. On connaît les joueurs. Au mois de juin, ce qu'ils veulent, ce qui est dans leur tête, c'est aller en vacances. Pratiquement tous les matchs amicaux qu'on a joués en juin ici, c'était des matchs pourris sur lesquels tu n'apprends pas grand-chose. On a vu les 4 matchs de la France. Qu'est-ce qu'on apprend? Pas grand-chose. Il n'y avait pas de lion, il n'y avait pas beaucoup de... comment ça s'appelle? Fraîcheur physique.
la manière dont ils ont abordé les matchs, moi j'en suis sûr, ce n'est pas de cette manière-là qu'ils vont aborder les matchs de la Coupe du Monde. Donc, c'est très différent. Pour moi, la meilleure des choses, c'était ça, aller se reposer. Surtout que, comme le dit Tcherno, toutes les nations européennes étaient en train de jouer la Ligue des Nations. Donc, ça, c'était déjà acquis que tu n'avais pas la possibilité de jouer contre une nation européenne. Ce que tu avais, c'est contre les nations sud-américaines. On a essayé de jouer le Brésil n'était pas favorable à venir se déplacer en Afrique. Et je les comprends, ils ne veulent pas également faire tout ce trajet-là pour venir jouer ici. Ce que le Sénégal privilégie, c'est de jouer ici parce que le Sénégal joue ici ces 2 matchs. Donc imaginez qu'on finisse ici le 7 et qu'on doive se déplacer jusqu'en Amérique du Sud ou en Europe pour aller jouer encore des matchs et que les autres encore... Il y avait une semaine, hein? Il y avait une le semaine. Brésil est allé jouer même au Japon. semaine. Il y avait une semaine, Au hein? Japon ou en Corée? En Corée, Corée du Sud. Merci. Qui? La Tunisie. Non, Le Brésil est allé jouer en Corée. est allé jouer en Corée. C'est ça. Mais c'est Entre le dernier match du Sénégal, mais le Brésil entre ne le voulait dernier pas match du Sénégal, entre le dernier match du Sénégal et la date financier à prendre. C'est la FIFA qui finance les matchs amicaux. C'est pourquoi je dis, c'est pourquoi je dis c'est un tout. Parce que financièrement également, est-ce que le Sénégal avait les moyens de tout dépenser pour aller jouer des matchs amicaux? Et donc, pour moi, ils ont pesé le pour et le contre. Et ils se sont dit, mieux vaut. Parce que les matchs amicaux, moi, vraiment, je l'ai dit ici en plateau avant la CAN, que ça ne me dérangeait pas que le Sénégal n'ait pas joué de match amical avant la CAN. Ça ne me dérange pas non plus que le Sénégal ne joue pas de match amical tout de suite. Surtout que la Coupe du Monde aura au mois de novembre. Aliou est là depuis 2015. Donc, il a des certitudes, de très grandes certitudes sur son groupe, sur comment il veut jouer. Sur comment il veut jouer. Il a pratiquement la base de ses joueurs. On parle d'élargissement, mais ce n'est pas sûr que ces joueurs-là... Mais là, on va vers une compétition de grand standing à Varor. On a déjà fait cette compétition-là avec pratiquement l'ossature, même s'il y a eu beaucoup de choses. Mais la base est là. Gana Gueye est là, Koulibaly est là, Sadio Mané est là, Cheikh Kouyaté est là. Donc, il y a la base, il y a tout. Et les joueurs vont jouer. Ce sera au mois de novembre. Les joueurs, normalement, tu les laisses se reposer et faire une très bonne pré-saison. Ne pas écourter leur pré-saison, leur donner le maximum 3 semaines, 1 mois pour qu'ils se reposent et soient au taquet à la reprise. Moi, je préfère cela que de continuer de faire un rab. Déjà, ils ne seront pas motivés. Les joueurs n'étaient pas motivés à jouer. Moi, j'en suis sûr que le staff a discuté avec les joueurs pour leur demander leur avis. Et j'en suis sûr que pour les joueurs, et comme ceux qui sont en Europe le disent actuellement, ce qu'ils veulent, c'est aller en vacances. Pour revenir, recharger les batteries et aller attaquer une saison pour vraiment être bien à la Coupe du Monde. Même en dehors, Aruna, de la fenêtre FIFA de ce mois de juin, en général, pour certains, le Sénégal a du mal à avoir de grands adversaires en amical, contrairement aux autres pays africains. C'est vrai qu'on a joué le Brésil il y a quelques années, la Croatie aussi avant la Coupe du Monde 2018, mais en général, vous avez cité, quelques soucis. Le Sénégal n'a joué que 2 grosses nations du football mondial ces 7 dernières années. C'est le Brésil et la Croatie. Sinon, on se coltine Eswatini, les autos, République du Congo et ainsi de suite. On joue que contre de petits pays, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de petits dans le football africain aujourd'hui. Il y a des petits sur la valeur intrinsèque. On joue la Côte d'Ivoire, le Maroc. Une fois, on a joué le Maroc. Sinon, l'Égypte, le Cameroun, le Nigeria, on les joue qu'en match officiel en général. Les gros en Afrique, on les joue très rarement en amical. Les gros du football mondial, on n'en a joué que 2 en amical. C'est la Croatie et le Brésil ces dernières années. Donc moi, je ne suis pas contre de dire on ne joue pas parce que nos joueurs sont fatigués. C'est une option. Je dis que c'est un choix. Ils ont fait le choix et le contre-coup du choix se retourne contre eux. C'est malvenu de la part de l'UCC. Il défend les intérêts de la sélection du Sénégal. Mais dire que nous, 5 pays africains qualifiés à la Coupe du Monde, on doit décaler les éliminatoires du mois de septembre pour nous permettre de nous préparer, alors que tu as eu l'opportunité de jouer ne serait-ce qu'un match amical, tu as renoncé. Entre jouer en novembre... Non, c'est la même chose, parce que la réalité du mois de novembre ne sera pas la même. Qu'est-ce qui dit qu'un entraîneur qui joue un match amical au mois de juin ou au mois de septembre, que les joueurs sur lesquels ils comptent seront performants et compétitifs en novembre? Est-ce qu'ils ne seront pas blessés ou est-ce qu'ils seront performants en club? Moi, je pense que c'est le discours qui pose problème.
Parce que vous ne pouvez pas dire aux gens, on vous a donné l'opportunité de jouer du 30 mai au 14 juin. Moi, je préfère jouer 2 matchs pour reposer mes joueurs et dire à 54 autres nations africaines, les 49, renoncer à jouer au mois de septembre parce que nous, on prépare la Coupe du Monde. Ce n'est pas un discours qui peut être encouragé. Les autres, ils vont se considérer comme s'ils ils ne comptaient pas en fait. Il n'y a que les 5 mondialistes qui sont là, qui sont importants. On ne peut pas demander le report, le changement de calendrier quand ça nous arrange. Et quand ça nous arrange Vous pensez que la CAF va accéder à la Je ne pense pas. Parce que c'est créer un autre problème. Ouais. Le problème, c'est que ces dates-là qu'on va enlever du calendrier, comment les reprogrammer? Jusqu'au mois de novembre, on ne peut pas. C'est au mois de mars qu'on va encore charger le calendrier. Et au mois de mars, le problème qui va se poser, les joueurs qui vont aller à la Coupe du Monde au mois de novembre, décembre, ils arrivent, au mois de mars, il y a la Ligue des Champions qui se joue. Les clubs européens vont encore mettre la pression pour dire qu'il y aura trop de matchs. Vous imaginez programmer au mois de mars 3 journées ou 4 journées d'éliminatoire de CAN? Les clubs professionnels qui payent ces jours-là vont dire non, en mois de mars, la période est tellement serrée, c'est la période des quarts de finale de la Ligue des Champions en général. Quart demi, en général, c'est à cette période-là. Ils vont vous dire, nous, on ne peut pas permettre que des joueurs partent en Afrique pendant 2 semaines ou 3 semaines, d'autant plus que certains qualifient, entre guillemets, la Coupe d'Afrique déjà de petits tournois. Vous imaginez les éliminatoires, la majorité des clubs vont être réticents à libérer leurs joueurs pour aller donc, se retrouver en Afrique. Ce qui est certain, c'est que la CAF va se retrouver dans une situation très compliquée. Si jamais elle devait demander à la FIFA de réaménager ce calendrier-là, parce que c'est son calendrier à elle, mais les dates, elles sont dans un calendrier global harmonisé. Si vous voulez le changer, vous devez avoir aussi l'accord des autres parties. Et là, je ne vois pas, la FIFA ou en tout cas tous les acteurs accepter que l'Afrique modifie son calendrier. Parce qu'il y a déjà ce problème-là qui se pose en Europe, où les gens sont très critiqués par rapport à la surcharge qui pèse sur les joueurs. Ça favorise les blessures, il y a énormément de joueurs qui se blessent. Ça fait qu'il y a de la méforme dans les sélections. Et on a vu que la Ligue des Nations, c'est un nivellement par le bas que ça a produit. Les meilleures nations européennes ont du mal parce que les meilleurs joueurs jouent dans les 5 grands championnats, qui jouent dans les 5 grands championnats, se retrouvent au mois de juin avec 60 à 110 matchs déjà dans les jambes. Ils vont se retrouver avec des Hongries ou des Slovaques et autres, qui ont 4 ou 5 joueurs qui jouent dans ces championnats-là, mais qui ont effectif de 10 joueurs qui jouent à domicile et qui arrivent à leur tenir tête. On a vu l'Angleterre à la rue face à une équipe de Slovénie, la Hongrie, de Hongrie plutôt. Justement, Tous ces facteurs-là font que je ne pense pas qu'au mois de septembre, la puisse jouer des matchs parce qu'après, derrière, ça va créer énormément de problèmes pour la reprogrammation. Thierno, est-ce que cette situation n'est pas la conséquence de l'absence de bons matchmakers et, comment dirais-je, d'un plan marketing qui puisse vendre assez l'équipe du Sénégal à l'étranger? Pour certains, c'est le talon d'Achille de la Fédération sénégalaise de football. Je pense quand même que l'équipe du Sénégal se vend très bien, c'est-à-dire sans avoir à recourir à un matchmaker, etc. Parce qu'on est quand même champion d'Afrique. On a 3 des meilleurs joueurs au monde à leur poste, Sadio, Kalidou ou encore truc. Donc déjà, je pense qu'à ce niveau-là, en principe, on ne devrait pas avoir de problème. On peut même penser que d'une certaine manière, le Sénégal est craint, sans être prétentieux. Mais la réalité est qu'on a du mal à trouver un match amical en juin. Mais non, c'est-à-dire le contexte l'explique. Vous voulez des nations européennes qui sont en pleine compétition. Déjà, ça, ce n'est pas possible. Vous voulez le Brésil, l'Argentine, ce sont des nations qui, pour les déplacer, vous payez des centaines de millions. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal peut prendre en charge, parce que quand vous organisez un match amical, il y a une partie des frais que vous devez décaisser. Le Brésil va jouer au Japon, ce n'est pas juste parce qu'ils sont gentils ou parce que l'équipe est en Corée, c'est parce qu'il y a de l'argent derrière. C'est là que c'est important d'avoir un agent marketing réseauté qui a un bon carnet d'adresses. Mais moi je dis encore une fois, on sort, l'équipe du Sénégal a joué 2 matchs éliminatoires. Il ne faut quand même pas les négliger. Parce qu'on va défendre notre titre derrière. On a joué avec nos meilleurs joueurs qui sont arrivés cramés, on peut en reparler. Mais pour moi, c'est important. C'est-à-dire que c'est surtout ça, c'est le contexte qui fait que ce n'est pas favorable. Aujourd'hui, moi, je me dis, à partir d'aujourd'hui maintenant, à partir de juin, de juillet, là, peut-être, la fédération a obligation, à la veille de la Coupe du Monde, de trouver 2 bons adversaires pour le Sénégal. Si tant est que la CAF veuille bien décaler ces matchs amicaux pour en tout cas les équipes qui sont qualifiées à la Coupe du Monde. Parce que là,
moi, je suis d'accord quand Demba parle de dynamique. Jouer en fin de saison, ce n'est pas la même chose que jouer à la veille d'une compétition. Ça ne peut pas être la même chose. Et aujourd'hui, on est confronté à ça. Maintenant, avant la Coupe du Monde, les équipes européennes seront disponibles. Celles qui seront qualifiées à la Coupe du Monde ou pas. Donc, à ce moment-là, on aura peut-être un choix plus large d'adversaires contre lesquels jouer et bien préparer notre Coupe du Monde. Je ne pense pas qu'au mois de novembre, on puisse jouer un match amical. Ça dépend, je veux dire. Il y aura 5-6 jours avant la Coupe du Monde où nous, on joue le match d'ouverture. On a 5 jours de préparation. Les équipes européennes aussi vont se préparer. Personne ne se prépare, c'est une semaine de pause. La FIFA a trouvé un compromis avec la Première Ligue pour qu'à ce moment-là, qu'on puisse arrêter un peu plus tôt la Première Ligue. C'est 5 jours avant la Coupe du Monde. N'empêche. Salif, d'une certaine manière, c'est le week-end d'avant le week-end de la Coupe du Monde. Salif, votre avis sur l'absence de gens marketing? Mais c'est ça. Ça, on est d'accord. Comparativement à 2002, par exemple. Oui, où on a joué contre le Japon. On a eu le Japon, l'Arabie Saoudite, l'Équateur. Ce que je dis comme ça, les matchs coûtent cher. C'est parce que ce n'est pas la bonne personne à la bonne place. Qui va chercher les matchs. Parce qu'on peut vendre. Vous savez, les matchs, on a parlé ici de l'industrie de l'entertainment. Un Brésil-Sénégal, ça va attirer plein de monde. Le Sénégal, si c'est 100 000 $, 100 millions de dollars, le Sénégal ne va jamais payer les 100 millions de $. Il y a un bon matchmaker. Il y a peut-être 20 millions ou 2 millions de $, il va en payer, et ainsi de suite. Aujourd'hui, l'agenda est serré, on n'a pas le temps. Quand je parle d'équipe élargie, c'est quoi? C'est pour que le match compte. Si on joue avec nos titulaires, on met 3-0 à la 60e minute, 70e minute. Mais tu sors 5 de tes joueurs. Mais est-ce que tu vas mettre les joueurs? Écoute-moi, je vais venir. C'est ça. Non, c'est ça que j'essaie de t'expliquer. Écoute-moi, tu vas me comprendre. Le match contre Rwanda, tu ne mets pas tes titulaires. Ceux qui vont préparer la Coupe du Monde, tu ne les mets pas. Mais là, on est en éliminatoire. Oui, c'était un match compliqué. Mais si nos remplaçants ne sont pas capables de battre le Rwanda, ils n'ont rien fait à la sélection. Ce qu'on appelle, si on appelle un jour en équipe nationale du Sénégal, n'est pas capable, même nos seconds couteaux, ne sont pas capables de battre le Rwanda, ils n'ont pas le droit de venir en sélection nationale. Avec tout le respect que je dois au Rwanda. Quand même, la moitié de l'équipe du Rwanda joue à APR FC. Il faut qu'on se dise la vérité. AS Kigali. Si un joueur de Ligue 2 française, de Ligue 1 joue en Liga. S'ils ne sont pas capables de battre, si les gars Antalya Sport là ou Alanya Sport là ne sont pas capables de battre ces jours-là, ils n'ont rien à faire dans notre tanière. C'est ça, il fallait faire de telle sorte qu'on joue un premier match avec nos titulaires, un deuxième match avec les remplaçants, on va avoir un bon match amical. N'importe lequel, contre le Venezuela, on peut jouer. Il n'y a pas que le Brésil, l'Argentine, il y a de la Bolivie et autres nations. C'est quoi? C'est pas parce qu'on va jouer, on va les voir jouer. Comment ils réfléchissent, comment ils vont attaquer le ballon. Vous me direz que les images sont là, mais c'est pas la même chose. Il faut avoir là. Or, l'agenda, il n'y a plus de place. Il y a des nations qui ne sont pas qualifiées et qui ne se sont pas qualifiées et qui peuvent être de très bons adversaires. Aujourd'hui, on n'a plus de place pour jouer les matchs amicaux. C'est ça le problème. Varor, maintenant, comment faire pour ne pas se retrouver dans cette situation à la date FIFA de septembre et d'octobre? Anticiper. Si on veut voir d'abord avec le staff, est-ce que le staff veut jouer et quelle équipe le staff veut jouer? Ils veulent jouer. Le staff veut jouer en priorité. On va avoir un match amical à 5 jours de la Coupe du Monde. Quelle équipe? Parce que c'était 4 jours avant. Jouer un match amical sans que... Il faut d'abord... Il ne faut pas privilégier... Quand tu pars en Coupe du Monde, c'est vrai, il ne faut pas tout simplement privilégier l'aspect financier pour dire que oui... Non, il faut voir d'abord avec le staff. Quelle équipe le staff veut jouer. Le staff a le dernier mot. A dit oui. Le staff a dit oui. Est-ce que le staff voulait vraiment jouer d'autres équipes? Ou pas, non, j'ai écouté. Tu as parlé de Bolivie, Venezuela et tout. Je t'ai dit, est-ce que le staff voulait jouer ces équipes-là? Il voulait jouer une équipe. Il a dit quelque chose de clair. Qui ont le même profil. Manière que notre futur adversaire. Ça encore, c'est pourquoi il a dit même qu'il y a certaines équipes africaines qui jouent la même chose. De la même manière que l'Équateur. Si on a certaines équipes africaines, c'est ça. Si tu ne te rappelles pas, je te réfléchis un peu la mémoire par rapport à ce qu'Aliou a dit. Le profilage on laisse Varor terminer. Le profil est très important parce qu'on peut être en Amérique du Sud et ne pas jouer le même football. Donc, ce n'est pas certain que parce que vous êtes en Amérique du Sud, vous allez jouer contre le Venezuela et Bolivie. Ce n'est pas sûr. Non, l'Équateur est plus technique. Il y a beaucoup de grinta, beaucoup de technique. Mais plus technique. L'Équateur est beaucoup plus technique. J'ai regardé le match contre le... Ils ont plus de talent que peut-être la Bolivie actuellement. Donc, tout ça, ces paramètres-là, il faut les voir, il faut les analyser avant de jouer un match amical. Il ne faut pas simplement dire qu'on veut jouer. Vous jouez, vous n'avez pas la même dynamique. Vous amenez la Croatie ici au mois de juin, la Croatie qui va aller en vacances.
ils ne vont pas donner le même engagement que vous voulez quand vous jouez un adversaire. Parce que quand vous choisissez un sparring partenaire, c'est qu'il joue comme en compétition, que ça soit pas genre je vais mettre mon équipe B, je vais mettre mon équipe C. Non, quand tu mets ton équipe C, ça ne sert à rien un match amical. Quand on joue contre une grande nation, c'est pour avoir ses titulaires, ceux qui vont jouer au mondial. Sinon, ça ne sert à rien. Et au mois de juin, c'est souvent cela. Ça ne sert à rien les matchs amicaux du mois de juin. Ça, j'en suis sûr. Pour moi, il est même préférable de faire des devoirs à la maison avec des vidéos, de faire travailler les analystes, de voir comment l'Équateur joue. Aujourd'hui, jouer contre la Mauritanie, jouer contre le Mali, ne te prépare pas à jouer contre le Sénégal. Ce n'est même pas pareil. Ce n'est pas parce qu'on est dans la même zone géographique, l'UFOAB, qu'on joue de la même façon, qu'on a le même type de football et tout. Donc, préparer l'Équateur sur vidéo et donner aux gosses en vacances qui regardent ça, qui se fassent des devoirs à la maison, pour moi, c'est mieux que de les faire jouer à, comment ça s'appelle, alors qu'ils ne veulent pas jouer, alors qu'ils préfèrent aller en vacances et se préparer. Parce qu'ils se préparent à une saison très, très, très longue. Si tu te prépares à une saison très longue, mieux vaut prendre tes vacances vraiment dès le début, au mois de juin, te reposer et aller. On a beaucoup de joueurs qui veulent de nouveaux clubs. Même la Coupe du Monde et la CAN derrière. Tu as Nampalys Mendy qui doit se chercher un club. Diao Baldé Keita qui doit se chercher un club. Peut-être Kalidou Koulibaly qui doit se chercher un club. Sadio Mané qui doit se chercher un club. Donc tous ces joueurs-là veulent se reposer et aller au taquet dès le 2 juillet. Là, Salif n'aime pas trop les devoirs à la maison. Je l'ai vu un peu grimacer. Vous l'aurez compris, les avis sont partagés. Les plus grands entraîneurs, les avis sont partagés. Que ce soit Mourinho, intéressant, mais on va... Van Gaal, Mourinho. Maintenant, tu n'as même plus de match amical. C'est pas possible. Le problème de marketing de cette fédération-là, c'est un zéro. On en a tellement parlé, ça c'est clair. Les avis sont partagés, mais on sera obligé de progresser un peu dans le déroulé. Vous l'aurez remarqué, les avis sont partagés. Certains sont pour un match amical en juin. Pour d'autres, il fallait coûte que coûte jouer lors de la fenêtre FIFA. Espérons tout simplement qu'au mois de septembre, l'équipe du Sénégal aura au moins un match amical et peut-être d'autres en octobre. On se retrouve dans quelques petits instants pour le second thème de ce club des sports. Le second thème porte sur les championnats d'Afrique d'athlétisme qui ont pris fin dimanche à Côte d'Or, en Île-Maurice. Le Sénégal est revenu de cette compétition avec 3 médailles, une en or, une en argent et une en bronze. Arona Deme, est-ce que vous vous attendiez à ce sursaut d'orgueil du Sénégal dans ces championnats d'Afrique après tout ce qui s'est passé en 2018 au Nigeria avec le 0 pointé? Je ne m'y attendais pas du tout, parce que je pense que l'athlétisme sénégalais a quand même touché le fond ces 5 dernières années. Mais on sort un peu la tête de l'eau avec ces 3 médailles. Ça montre qu'il y a quand même de l'espoir, qu'il y a un travail qui est en train d'être fait. Certains athlètes se battent, cherchent à se hisser à un certain niveau. Maintenant, il faudrait que les structures suivent, que la fédération d'athlétisme se donne les moyens justement de les aider davantage pour connaître un peu Sangoné, son père, Aliou Kandji, qui a été mon professeur d'éducation physique. Sangoné qui a décroché la médaille d'or au triple saut. Il y a quand même un encadrement familial autour de cette année, parce que sa mère est ancienne athlète, son père est un entraîneur d'éducation physique, entraîneur de football. Donc, quelque part, il y a ce cocon familial là, qui aide à faire ces performances-là. C'est une fille qui travaille énormément. Mais je pense qu'il n'y a pas une véritable politique au niveau de la fédération pour le développement de l'athlétisme sénégalais. On a touché le fond depuis que Lamine Diack s'est un peu retiré à l'époque de l'accompagnement de l'athlétisme quand il a quitté la fédération internationale. Depuis lors, l'athlétisme sénégalais est au creux de la vague. On constate, on en a parlé à Saba en 2018, un 0 pointé. Là, on a 3 médailles, mais on a eu 3 médailles dans les épreuves techniques. C'est dans les sauts. Sur le tour de piste, sur les distances, le 100, le 200, le 400, le 800, où le Sénégal était assez performant par le passé, les relais, il n'y a rien, c'est toujours un 0 pointé. Donc, quelque part, ça, c'est un peu la petite lueur d'espoir dans cette grisaille de l'athlétisme sénégalais. Là. 3 médailles, une en or, une bronze, une en argent dans un championnat d'Afrique. Ce n'est pas
très, très glorieux pour un athlétisme sénégalais qui était dans le top 4 ou le top 5 africain pendant très, très longtemps, qui a même hissé des athlètes au niveau mondial. Parce que quand même, il ne faut pas oublier qu'on a eu une championne du monde, Amin Baketiam. On a eu une médaille olympique en athlétisme. Et aujourd'hui, si on en arrive à se réjouir d'avoir ramené, entre guillemets, des championnats d'Afrique que 3 petites médailles, je me dis que c'est parce qu'on a effectivement touché le fond et qu'on se raccroche à la première bouée de sauvetage qui arrive. Félicitations à ces athlètes quand même qui ont été capables d'aller chercher ce résultat. Et aussi peut-être quelque part à la fédération, parce que avec le 0 pointé d'Achaba, ils n'osaient pas revenir au Sénégal cette année, nous faire encore un même bilan où ils n'auraient pas eu de médaille. Je pense que s'ils étaient revenus avec 0 médaille, le meilleur service qu'ils auraient pu rendre à l'athlétisme sénégalais, c'est de quitter leur poste de direction et de laisser d'autres essayer. Parce que ça montrerait qu'en 2 championnats d'Afrique, le Sénégal n'avait pas progressé ou ne s'est pas repris pour se remettre sur la voie de la performance. Tierno Dramé, quelle est l'analyse que vous faites de la participation du Sénégal dans ces championnats d'Afrique? Aruna l'a dit, l'athlétisme sénégalais est au creux de la vague. Avec 3 médailles quand même, il y a matière à avoir de la fierté. On a un titre de champion d'Afrique. Malgré tout. C'est-à-dire que 3 médailles quand même. Combien de disciplines? Je pense que l'athlétisme, ce n'est pas seulement 3 disciplines. Et encore, on dit 3 médailles. Je pense que les 2, c'est sur une seule et même discipline. Ouais, triple saut, triple saut. Donc, la médaille de l'or bronze et l'argent. Ouais. Ça veut dire que derrière, après, ces médailles-là, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Mais bon, après, voilà, quand on sait d'où on vient, on peut effectivement s'en réjouir parce que passer de 0 à au moins une médaille d'or, c'est pas mal. Mais après, c'est juste une médaille de différence. Parce que 0 pointé, une médaille d'or, quand même, le compte est assez faible. Maintenant, bon. En fait, mon problème, c'est que, comme a dit Arona, j'ai du mal à avoir une certaine visibilité sur la politique, la gestion, la politique de performance de la Fédération sénégalaise d'athlétisme. C'est-à-dire, on ne sait pas où on va. Aujourd'hui, même le championnat, c'est peut-être accidentellement qu'on a des informations. Par exemple, Lys Gomis, voilà, on ne le connaît pas. C'est le meilleur au Sénégal. Il termine loin derrière les autres. Quelle est notre politique aujourd'hui de performance? Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour que notre athlétisme retrouve les sommets? C'est ça le problème, en fait. Aujourd'hui, on nous parle du retour du meeting de Dakar. C'est bien, mais on va aller au meeting de Dakar et on va en sortir avec 0 médaille. On va en sortir avec 0 révélation, 0 performance. Parce que si on amène le gratin de championne d'Afrique sera là, hein, oui, le 25 juin. Ce sera peut-être un bout d'espoir. Oui, ouais, peut-être avec elle, mais non. Mais quand on parle de l'athlétisme, je pense que dans le top of mind, c'est surtout le fond, le demi-fond, hein, ou le sprint. Mais ce n'est pas sans faire insulte à un truc, parce que ça reste quand même une discipline olympique et voilà, elle fait de très bonnes choses. Donc, il y a un problème. Il faut vraiment qu'on réfléchisse, qu'on se remette autour de la table. Il y a des médailles dans des épreuves techniques. Ouais. Oui. Le Sénégal est souvent performant. Ouais. Diskaba Badji était dans ces épreuves. Ouais. C'est ça. Cheikh Touré à l'époque, Mansour Dia. Le Sénégal a toujours eu de très bons triple sauteurs, de très bons sauteurs en longueur. Absolument. Mais on a connu un véritable trou d'air qui nous suit depuis. Ouais. Mais comme je dis, bon, pour revenir à la discipline, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on travaille d'abord à rendre notre championnat performant. Que le championnat continue de créer des athlètes qui, derrière, c'est vrai, parce que Sangoné aussi, elle est championne d'Afrique, mais pour qu'elle ait ce niveau de performance, il a fallu qu'elle aille en France. Même si la base s'est fait ici, l'encadrement, mais c'est après, c'est quand elle est partie en France où elle a peut-être amélioré. Quand même, je pense. Oui, c'est vrai. Elle est pensionnaire du Jaraaf de Dakar. C'est ça. C'est ce que je dis. Ouais. La base s'est faite ici, mais certainement, quand elle a été en France, il y a eu peut-être une certaine amélioration dans sa technique. Dans ce petit plus, exactement, qui manquait. Mais je dis encore une fois, il faut qu'on travaille davantage, avoir une vraie politique, avoir un championnat performant, à créer des performances au plan local. On ne parle plus de record d'Afrique, on ne parle plus de record du Sénégal. La discipline n'est même plus... Moi, je suis désolé de le dire, peut-être que ça va étonner, mais c'est après cette médaille d'or que j'ai su qu'il y avait des championnats d'Afrique. C'est-à-dire que même au plan africain, on a du mal à communiquer sur la discipline. Je vais extrapoler un peu. Nous, on se plaint, mais j'ai le sentiment que
en Afrique, l'athlétisme est en train de perdre un peu du terrain par rapport aux autres disciplines. Et ça, je pense que nous, en Afrique, c'est notre problème, on est en train de travailler dessus. Mais avant on était performant en championnat du monde, on était performant en Golden League ou en Diamond League, mais on risque de ne plus l'être. Et c'est ça le danger. C'est regrettable, c'est la première discipline olympique. Salif, vous avez couvert beaucoup de championnats d'Afrique d'athlétisme. Votre avis sur la participation du Sénégal avec ces 3 médailles? C'est une lueur de sport quand même, ça il ne faut pas le nier. Et puis il y a deux bonnes nouvelles coup sur coup en une semaine pour l'athlétisme sénégalais. Et il ne faut pas oublier, à Sabah, on a touché le fond, 0 médaille. Ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire de l'athlétisme. Et maintenant, on vient, on nous dit qu'il y aura la relance du meeting de Dakar. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Ensuite, il y a 3 médailles, dont une en or. C'est bien, parce que, en fait, l'athlétisme aussi sénégalais, africain d'abord, et sénégalais, c'est une discipline qui est confrontée à beaucoup de soucis. Au Sénégal, depuis quand? Il y avait beaucoup de temps, les gens ne pouvaient même pas accéder au stade de Léopold Senghor. Les athlètes n'avaient même pas de terrain, d'endroit pour s'entraîner. Ensuite, les championnats d'Afrique, les conditions de regroupement, de voyage étaient extraordinairement difficiles. Ensuite, l'autre chose, c'est que malheureusement, depuis le départ du président Diak Aliaef, l'Afrique, c'est la portion congrue. Ça n'intéresse pas trop le gars. C'est ça. Son successeur, ça n'intéresse pas. Il est venu à Maurice pour essayer de faire son show, mais on sait. Auparavant, il y avait ces centres techniques-là qui avaient beaucoup de moyens. Les gens amenaient les meilleurs entraîneurs du monde. Il ne faut pas oublier qu'ici, au centre de Dakar, il y avait des Russes, il y avait des Cubains, il y avait des Français, les meilleurs. C'est pourquoi on a eu cette génération exceptionnelle d'athlètes au niveau du CIA, dont Ami Bakay, qui a été champion du monde. On oublie aussi que Kendo a été médaille de bronze au triple saut en salle. En même temps, il y avait une autre africaine, Bango, qui a été championne olympique en 2008 au triple saut. Donc il y avait sans compter les fondeurs éthiopiens et kenyans qui gagnaient. Donc l'athlétisme africain était à la limite numéro 1 mondial à un certain moment. Mais maintenant, ça chute. C'est ça, c'est un contexte général. Je ne dis pas qu'on doit se contenter de ces 3 médailles-là, mais quand même, c'est une lueur d'espoir par rapport aux conditions difficiles dans lesquelles ils travaillent. Demba Varor, le Sénégal est classé 9e sur 46 pays. Est-ce que cette position-là est conforme à notre statut, vu tout ce que les Sénégalais ont réalisé comme performance dans cette discipline? On n'était pas classé il y a 4 ans. On ne figurait pas dans le classement, donc il y a une petite lueur. Mais cette lueur-là est à relativiser, parce que je le disais à Salif la semaine dernière, on en a discuté, il me demandait est-ce que le Sénégal peut gagner. Je dis peut-être, ça dépend, parce que comme on a les championnats du monde au mois de juillet, il y a certains grands athlètes qui ont décidé de faire l'impasse sur les championnats d'Afrique. Donc, il y a eu beaucoup... C'est à Gênes, non, aux États-Unis? Oui, à Gênes, aux États-Unis. Donc, il y a eu beaucoup de grands athlètes dans plusieurs disciplines qui ne sont pas venus. Donc, ce qui fait que ça favorise également que certains puissent s'en sortir avec des médailles. Parce que même si on prend... je le dis, il faut féliciter les athlètes parce que quelles que soient les conditions, quand tu es champion d'Afrique, on va te féliciter. Quelles que soient les circonstances, être champion d'Afrique, parce qu'on est quand même plus de 50 États. Quand tu as plus de 50 États et qu'on dise que tu es la meilleure, il faut te féliciter. Mais quand on prend les performances, quand on prend le 13 mètres 72 de 76 de Sangoné Kandji, dans un championnat d'Afrique relevé, elle peut ne pas faire le podium. Parce que déjà, les 3 médailles d'argent de Kendoy étaient à 14 mètres et quelques. Elle a même été à 14,40 en étant deuxième. Donc, 2002... Sa meilleure performance, c'est 15,02. Oui, donc, à Birmingham. Donc, 2002, 2004, 2006, elle fait plus de 14 et elle n'a jamais été titrée entre 2002, 2004, 2006. Ça vous montre un peu le niveau. Qu'il n'y avait pas vraiment le gratin de la discipline. Parce que même 13 mètres 76, ça ne vous qualifie pas au championnat du monde avec les minima. Les minima, c'est à 14 et quelques. C'est à 14, pratiquement 14,32. Elle va être qualifiée en tant que championne d'Afrique. Oui, elle va être qualifiée. Non, je parle de la performance. Le minima. Le minima. Donc, pour vous dire qu'il y a encore du travail à faire. Mais non, ce n'est pas simplement la fédération ou les encadreurs. Parce que moi, ce que je dis, c'est que le ministère des Sports, l'État du Sénégal, n'accompagne pas vraiment ces disciplines-là, comme ça devrait se faire. Parce que
c'est des disciplines sportives qui ont amené beaucoup de médailles et qui peuvent continuer à amener beaucoup de médailles. Donc, il faut accompagner la politique sportive de ces disciplines-là. Le meeting de Dakar, je le disais il y a 5 ans, la manière dont on l'organise ne favorise pas qu'on puisse vraiment faire éclore des talents. Il faut l'organiser de meilleure manière et inciter les athlètes vraiment à inciter les organisateurs à bien organiser le meeting pour qu'ils puissent vraiment servir à massifier cette discipline-là. Donc, il y a tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas blâmer simplement la fédération parce que pour moi, la fédération est laissée à elle-même. Il y a les meetings de Dakar, le tournoi international de judo, c'est des trucs qui doivent revenir à l'État, au gouvernement du Sénégal. Il faut que le gouvernement y mette vraiment des moyens pour que ça puisse être quelque chose de très motivant pour les athlètes. Quand on sait que ce pays-là qui a accueilli les championnats, les premiers championnats d'Afrique d'athlétisme et qui n'a plus de piste, c'est quand même pas bien. Même si on il y a nous la dit piste de l'annexe du stade de Diamniadio. Justement, c'est désolant qu'on nous dise que oui, il y aura la piste. Non, elle existe On déjà. devrait avoir la piste. Il ne devrait même pas C'est y là où avoir... doit se tenir le meeting de Dakar. Mais c'est ça que je dis. Je dis, c'est un truc... nouveau stade. Il est en train de dire qu'en fait, c'est un nouveau... C'est un nouvel Parce qu'il y avait quelques bombes à l'époque. On n'a pas beaucoup de On ne pistes. devrait même pas avoir cette cassure-là Ouais. pour dire que... Il y avait que Ah, mais Léopold en même Senghor temps, et c'était Ibama. valable pour le football. Donc, si c'est l'athlétisme, Mais moi, je pense que au foot, c'est un bol d'air. on peut former n'importe où. Il y a les académies qui ont de l'argent, qui peuvent... Et ça a même aidé la fédération que les académies là. Mais dans le privé, dans certaines disciplines, justement, même le foot a en une partie tué ces disciplines-là. Parce que le Djara, qui a formé Sangone Kandji, ne met plus assez d'argent dans l'athlétisme pour former. À 90%, c'est dans le foot. La section de football... Avec les salaires des joueurs à payer et tout. Ouais. La GIA formait de très bons athlètes, Duc formait, et il y a beaucoup d'autres... La douane. L'AS Douane récupérait les athlètes formés dans les autres clubs. Donc l'AS Douane, qui a beaucoup d'argent, ne formait même pas. Prenait les athlètes excellait dans les courses. D'autres disciplines. Donc je pense que c'est plus l'État du Sénégal qui doit accompagner ces disciplines-là si vraiment on veut, parce que ça, on a gagné 3 médailles, mais c'est juste une toute petite lueur, parce que quand on analyse dans le fond, c'est des performances qui ne valent pas grand-chose. Ahmad Bachir, son 7,21 m, ne lui fait même pas passer parmi les 900 meilleurs sauts en 2022. Il fait le 7,22 m qui lui a permis d'être médaille de bronze. Ne le met même pas parmi les 900 meilleurs sauts de cette année. 900 meilleurs. Donc ça montre qu'il a cette médaille, mais on est vraiment encore très très loin du niveau mondial. Tout de même, on a eu des médailles dans des épreuves très techniques. Est-ce que ce n'est pas un peu paradoxal au moment où les infrastructures ne sont pas au rendez-vous pour ces athlètes-là? S'entraîner peut être très difficile. Quelle est l'explication qu'on peut donner à ces 3 médailles qu'on vient d'avoir au saut, alors qu'habituellement, les Sénégalais étaient beaucoup plus performants aux 400 mètres et 800 mètres. Même sur les sauts. Hein. Mais le Sénégal a toujours été performant, en fait, contrairement à ce que les gens pensent dans les sauts. Oui. Comment dire, le triple saut, le saut en longueur, avant la génération des Diskaba Badji, des Kembo, il y a eu d'autres, les Marianne Mendoza. Il y en a énormément, bien avant, même dans les années 60-70. Le Sénégal a toujours été performant dans ces disciplines-là en Afrique. Malheureusement, à un moment de l'histoire, on a arrêté de travailler parce que les techniciens qui passaient, moi j'allais régulièrement au stade Léopold Senghor, mais vous arrivez là-bas quand le CIAD était au début, dans les années 2000, au meilleur de sa forme, entre guillemets, pour parler comme ça, vous trouviez des entraîneurs qui passaient leur journée là-bas avec des athlètes, à les entraîner, à les encadrer, à leur faire répéter des sauts tout le temps. Donc finalement, c'est ce qu'on ne retrouve plus. Parce que ceux qui encadrent aujourd'hui n'ont plus ce temps-là. Chacun est concentré à la recherche du gain. Avant, vous aviez des dirigeants et des entraîneurs qui consacraient leur vie à faire de jeunes qu'ils encadraient, qu'ils ramassaient quelque part, des futurs grands champions. Aujourd'hui,
pour avoir déjà une aire pour s'entraîner, c'est un problème. Et pour avoir un encadreur aussi engagé que ceux qui étaient là, qui sont pour la plupart ont arrêté, ou sont vieux, ou sont décédés. Il y a des gens qu'on trouve au Stade Léopold qui ne sont plus de ce monde, mais qui passent leur temps à encadrer, à pousser des jeunes à être performants. Et ces jeunes-là, ces jeunes athlètes, arrivaient à faire des performances effectivement sur le triple saut, la longueur, le saut en hauteur. Le Sénégal a toujours été performant dans un certain nombre de disciplines qui sont jugées très techniques, même le lancer du poids. Ouais. Mais c'était dans un autre contexte. Là, je parle dans un autre contexte, dans le contexte actuel, effectivement, c'est très méritoire qu'ils arrivent à, que Sangone et les deux autres arrivent à faire Salissar et Amat arrivent à faire ces performances-là parce que l'environnement ne s'y prête absolument pas. Exactement. Il y a un problème, véritable problème d'environnement. Il n'y a plus les infrastructures pour pouvoir faire ce travail-là. Il n'y a plus l'encadrement et les moyens. Parce que quand le Sénégal est en championnat d'Afrique, les gens étaient regroupés soit en externe ou en interne. Aujourd'hui, vous avez dit, pour même prendre l'avion et aller à Maurice, c'était un problème. Parce que ça aussi, il y a une histoire. La plupart des disciplines ont périclité dans ce pays-là quand l'État a mis fin au fonds de relance. Parce que vous donnez à la fédération d'athlétisme 15 millions par an pour travailler sur le développement du sport à la base. Elle arrive, cette fédération, à encadrer une dizaine de jeunes qui, pendant 2, 3, 4 ans, qui vont être performants. C'est chaque année, sur les fonds de relance, certaines fédérations, le karaté, le judo, l'athlétisme et d'autres, bénéficiaient de 10-15 millions pour leur encadrement, pour la base. Et à côté, l'État mettait des titres de transport, mettait 10 jours de regroupement par-ci, par-là. Aujourd'hui, aucune fédération ne bénéficie de ces soutiens-là. On leur donne des billets d'avion à 2 ou 3 jours d'une compétition. On les laisse se regrouper par leurs propres moyens ou quand les gens interviennent, c'est pour 2 ou 3 jours. La seule fédération qui échappe, et c'est la réalité aujourd'hui, à ce système-là, c'est le football qui prend en charge ces petites catégories parce qu'ils ont les moyens financiers de le faire. Toutes les autres disciplines qui bénéficiaient des fonds de relance ont disparu de la scène depuis 2006, quand à l'époque c'est Vava qui était ministre des Sports, a décidé de tout concentrer. El Daouda Faye. Il faut dire son véritable nom. Ouais, mais tout le monde du sport connaît Vava. Donc c'est lui qui était ministre des Sports, qui a décidé de mettre tout dans une seule caisse. Et finalement, la caisse, c'est le football qui bouffe. Et à la limite, le basket, les autres disciplines, depuis le sport sénégalais dans tous ces autres compartiments, en dehors du football et du basket, commence à péricliter. Si vous voyez comme ça, c'est une courbe descendante qui a commencé dans les années 2008-2009 jusqu'à aujourd'hui. Parce que les fédérations n'ont plus les moyens. Ils n'ont pas, comme on a parlé tout à l'heure de Daniel Marquis, ils n'ont pas de politique de marketing pour aller chercher ces ressources financières-là. Et le peu d'argent qui existe que l'État leur donne est tellement insignifiant que plus personne n'arrive. Aujourd'hui, la fédération d'athlétisme veut bien relancer l'athlétisme, mais elle n'a pas les moyens financiers de mettre en place un plan-programme. On parle de lettres de politique sportive, on parle parfois aussi de plan-programme que l'État doit financer, mais est-ce que l'État a les ressources pour le faire? Parce que tout simplement, l'État lui-même est confronté à des difficultés. Le ministère des Sports aujourd'hui, quand il dégage 3 milliards pour le football, pour la compétition de haut niveau, le football va s'accaparer de 5 milliards. Déjà, on est en termes de on réfléchit en déficit puisqu'il faut trouver 2 milliards. Et finalement, on sort le football quelque part du lot pour pouvoir permettre aux autres disciplines de bénéficier de quelque chose. Et les miettes dont ils bénéficient ne leur permettent pas d'être performants. Et aujourd'hui, ces athlètes, ils ont du mérite, leur encadreur a du mérite, parce que c'est des disciplines très techniques qui demandent énormément de travail. Sangone, pour faire son saut là, il faut se demander combien d'heures elle a passé à l'entraînement, à répéter, parce que c'est très compliqué. Pour 1 millième, vous risquez de mordre sur la ligne. Donc, quand vous faites votre saut sur la planche. Donc, c'est des petits détails qu'il faut prendre en compte et encourager ces athlètes-là. Parce que quand même, ils ont du mérite d'avoir réussi à gagner quelque chose dans des conditions aussi difficiles. Et le Sénégal a eu ces 3 médailles dans les 2 disciplines qui sont les plus difficiles techniquement en athlétisme. L'équipe nationale est rentrée ce matin de l'île Maurice après plus de 24 heures de voyage. J'imagine que ça a été un peu difficile pour les athlètes. Pour Sangone, c'est peut-être moins compliqué puisqu'elle est rentrée en France. On va la voir certainement le 25 juin lors du meeting de Dakar. On va tordre un peu le cou au protocole de cette émission pour consacrer les 5 dernières minutes à Amadou Bamba Diop, coach Bamba Diop, comme on l'appelait affectueusement, un de nos consultants qui est décédé avant-hier. Il a été enterré hier dans la ville sainte de Touba. El Hadji Thierno Dramé
quel est le témoignage que vous faites ce soir sur notre ami, notre oncle, coach Bamba Diop, qu'on aimait tant recevoir sur nos plateaux pendant les phases finales de Coupe d'Afrique des Nations et sur d'autres plateaux aussi? Pour moi, c'est difficile de faire un témoignage sur le coach Bamba Diop parce que c'est quelqu'un qui me faisait beaucoup rire. En dehors, évidemment, de ses éclairages en tant que consultant, parce que c'est quelqu'un qui connaissait profondément le football aussi, qui avait une lecture très facile des matchs de football. Il avait cette capacité à voir ce que peut-être beaucoup ne voyaient pas. Moi, je me souviens souvent sur nos plateaux, quand on fait le tour, arrivé à lui, il sort un aspect du match que peut-être la plupart n'ont pas tout de suite remarqué. Et ça qui fait qu'il avait ce ton aussi très didactique, hein, qui, sur 2-3 interventions, vous permettait d'apprendre beaucoup de choses. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est son côté exubérant, très libre sur le plateau. Il était, comment dire, j'ai du mal à très taquin. J'ai du mal à chercher, à trouver les mots pour vraiment le décrire. En tout cas, sur un plateau, c'est entre guillemets, il était difficile à gérer, mais pas dans le sens. C'est un anticonformiste. Exactement, c'est un anticonformiste dans sa façon de s'habiller, dans sa façon d'intervenir sur les plateaux. Moi, je me souviens une fois, à la fin du match Sénégal-Algérie, ça m'avait beaucoup fait rire à ce moment-là. Il avait fait une analyse, il avait chargé Aliou Cissé. Donc, à la fin, bon, j'étais en train de faire le tour de table, je pense que c'est Victor Diagne ou Demba Mbaye qui avait la parole. Il coupe pour dire, mais Tierno, je précise quand même qu'Aliou Cissé, c'est mon fils, parce que son papa et moi, on a fait la poste ensemble, etc. Donc, et ça, c'était vraiment en direct. Donc, voilà le personnage, en fait, Bamba Diop. Donc, et puis bon, il pouvait être notre grand-père, hein, je pense, mais il nous considérait comme des alter-ego. Il nous regardait en contemporain. Et voilà, moi, les derniers messages que j'ai reçus de lui, c'était voilà, à la fin du mois de mai, il m'a envoyé des messages. Et lui, ses discussions, c'était du football, de la politique. Il était syndicaliste aussi, donc il avait un peu ce côté, de la gauche aussi. Voilà, révolutionnaire et tout. Donc vraiment, c'est une grosse perte, je pense, pour tous ceux qui l'ont côtoyé, pour son amour du football, pour son amour même du verbe. Ouais. Du verbe. Il n'hésitait pas à envoyer des mots. Il me disait souvent qu'il aimait, il était un puriste en matière de langue. Exactement, exactement. C'est parfois lorsqu'il entendait certaines fautes, il m'a envoyé des mails. Ah, il a dit ça, attention, ça se dit pas, il faut lui dire. Bon, évidemment, moi, je ne vais pas dire à quelqu'un, il ne faut pas dire ça. Mais c'est le personnage Bamba Diop. Et je présente mes condoléances à toute sa famille et au monde du football, à la Poste également, et tous les syndicalistes, puisque c'était aussi un syndicaliste. Salif, un mot sur coach Bamba Diop qui nous a quittés avant-hier. Moi, je ne savais pas qu'il était malade. Je l'ai rencontré la dernière fois avec le professeur Koumé. À qui nous présentons d'ailleurs nos condoléances. C'est ça, parce qu'il était très proche. Il était venu prendre son livre, l'exemplaire du livre, le dernier ouvrage de Koumé. Il était venu, on s'est vu dans un restaurant, dans un hôtel de la place, on a bavardé. Mais aussi, on partageait une plateforme, kiosque, où il y a beaucoup de journalistes qui a été créé par d'anciens. Donc, lui n'écrivait pas, il faisait des audios. Ouais, bon. Ensuite, je l'écoutais beaucoup sur une radio aussi de FM, pour ne pas le nommer. Il intervenait beaucoup là-bas. C'est un passionné. Sur la RFM avec le doyen Abdoulaye Diaw. C'est un passionné du Sénégal d'abord. Parce que les petits-fils sont descendants de Lat Dior. Lat Dior, oui. C'est ça. Passionné par sa religion et la confrérie mouride. C'est ça. Passionné par la GIA, c'est un Giaman jusqu'aux os. Passionné par le Sénégal, son pays, et passionné par le football. Je pense qu'on se retrouvait sur ça. C'est vraiment quelqu'un de bien qui est parti. Moi, à chaque fois que je le vois, c'est vraiment, il est positif. Même quand il critique, c'est après pour dire que moi, je pense comme ça, tu peux ne pas penser à ça. Mais moi, je pense ça. Et ensuite, il y a quelque chose qui est resté lors de l'affaire Lamine Diack. On s'est retrouvés une fois à Keur Djaraf. Il avait vraiment poussé les gens à amener les autorités à intervenir dans ce dossier-là. Ça m'a marqué. Lui, c'est un Giaman. Lamine Diack, c'est un Djarafman. Mais vraiment, il en a fait son combat personnel. Faror, sur coach Bamba. Ce que j'ai vu à travers à la télé, c'est que c'était un passionné. Ouais. Et l'image qui me vient en tête tout le temps, quand on parle du doyen Bamba Diop, c'est quand en 2019, lors de la CAN,
il amène son ballon pour apprendre, enseigner aux gens comment tirer un penalty sur le plateau. Ça m'avait vraiment fait très rire. Et il avait pris son temps pour expliquer vraiment comment on fait pour tirer des penaltys. Donc je me dis qu'il a dû être peut-être très content quand il a vu que le Sénégal a gagné la CAN. Et il est heureux qu'il ait vu le sac du Sénégal à la séance des tirs au but et s'est qualifié à la Coupe du Monde à la séance des tirs au but. Parce qu'en 2019, il était exaspéré qu'on puisse rater autant de penaltys alors que ce n'est pas l'exercice que je dirais le plus difficile au football. Même si, par rapport au contexte, avec le public et tout, ça peut paraître difficile, mais un penalty, c'est à 70% au but. Donc lui, il voulait vraiment montrer aux joueurs professionnels comment tirer un très bon penalty. Ouais. Aruna Deme, vous avez certainement connu coach Bamba Diop à travers nos plateaux. Qu'est-ce que vous retenez en général de l'homme? J'ai eu l'occasion de le rencontrer souvent d'ailleurs, dans le cadre des activités de la NPS, mais surtout dans le bureau du président Koumé, au CST, parfois, quand il lui rendait visite. Et moi, je retiens surtout quelqu'un qui aimait discuter et partager sa connaissance. Parce qu'il y en a qui sont des connaisseurs, mais qui n'aiment pas partager avec les autres ce qu'ils savent. Mais lui, c'était différent. Il pouvait passer des heures à discuter de football. Il aimait aussi faire des contributions dans les journaux, écrire. Et dans d'autres journaux. Parce qu'il était passionné, comme on a pu à le relever. Il était passionné, mais mesuré dans ce qu'il faisait. C'est sa conviction qu'il exprimait, mais il n'allait peut-être pas très loin, parce que comme l'a relevé tout de suite Thierno, à chaque fois qu'il disait quelque chose qui allait de travers, et juste derrière, il essayait de rectifier en plaçant un petit mot. Et ça, c'était le personnage, parce qu'il voulait frustrer personne, mais il disait ses vérités. Et quand il s'agissait de défendre son point de vue, il y allait à fond. Ce n'était pas le genre de personne qui acceptait d'être convaincu facilement. Il fallait avoir les bons arguments justement pour le faire reculer sur ce qu'il défendait. Un passionné de football, un homme qui était engagé dans tout ce qu'il faisait. C'est ça que je retiens de lui et je pense que c'est une grosse perte quand même pour le Sénégal et pour le monde du football. Toutes nos condoléances à sa famille, à ses proches et à tous ceux qui l'ont connu. Toutes nos condoléances aussi à notre consoeur Fatoumata Savané qui a perdu hier son papa. Que Dieu accueille toutes ces deux personnes au paradis. Chers amis, c'est... Oui. Il est important de signaler que le Casa Sport est en route pour un doublé. Il est qualifié pour la finale en battant Agel de Russie 2-1. Mais malheureusement, la Linguère, il n'y aura pas une finale 100% Ligue 1 parce que la Linguère a été éliminée par le Lusitana 2-1. Merci Salif pour cette info. La finale de la Coupe du Sénégal le 26 juin entre le Casa Sport et Lusitana. Merci chers amis, c'est la fin du Club des Sports. On se retrouve mercredi prochain si Dieu le veut bien. Et Omar Ndiaye était à la réalisation. Merci aussi à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. Passez une excellente fin de soirée en compagnie des programmes de votre télévision nationale.